L'étendard et la rose, c'est la suite, mais une suite indépendante, on peut les lire indépendamment les uns des autres, ces romans, c'est la suite de La clé aux âmes, qui était lui-même la suite des Fleurs à l'encre violette. Donc c'est une grande saga qui couvre plus d'un siècle, 1873-1984, une grande saga familiale, sociale, qui permet d'explorer les débuts de la Troisième République, les débuts de l'école publique, la montée des violences de la fin du XIXe siècle, en même temps que la montée des espoirs, puisqu'on assiste aussi à l'éclosion des idées nouvelles qui sont véhiculées par la République naissante. Et on va traverser la Première Guerre mondiale, puis ensuite l'entre-deux-guerres. Au cours de cette période, les femmes se sont non pas révélées, mais ont affirmé leur place dans la société. On se souvient qu'elles se sont fait couper les cheveux pour montrer aux hommes qu'elles étaient elles aussi à la garçonne, en même temps que elles jouaient sur l'autre symbole qui était de féminiser encore davantage leurs toilettes, d'être encore beaucoup plus féminines dans leurs toilettes, des toilettes vaporeuses, évocatrices, très, très, très sensuelles. Donc il y avait cette période-là très, très fascinante que j'ai traversée dans le second, La clé aux âmes, et qui se termine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour laquelle d'ailleurs je met un coup de projecteur sur le comportement héroïque de bien des femmes et sur les tragédies qu'elles ont vécues. On a tendance à parler beaucoup de celles des hommes, mais les femmes ont vécu des moments difficiles. Et avec l'étendard et la rose, on entre dans la troisième période de cette saga, troisième et dernière période de cette saga. Un jeune garçon entend dans la cour de l'école, son père est directeur d'école, entend dans la cour de l'école des gamins qui ne font que répéter ce que disent les parents au lavoir, à l'usine, un peu partout, qu'il est qu'il est gosse de Bosch, et d'autres disent qu'il est gosse d'Amerloc. Alors ça le trouble, évidemment. Ça le trouble, il se demande quelle est sa véritable origine. Et il va partir à la recherche de ses vraies racines paternelles. Maternelles, bon, sa mère, il l'a peu connue parce que sa mère est morte dans des conditions traumatiques à la suite des exactions, des tragédies que lui a infligées la fin de la guerre, la libération notamment. Sa mère, donc, il n'a aucun doute sur son identité, mais alors le père, il va partir à la recherche de son père biologique. Cette recherche va le mener d'abord au sein de sa famille, le secret est bien gardé, tellement bien gardé d'ailleurs qu'il va le découvrir, je ne dévoile pas trop l'histoire, mais enfin le découvrir chez la grand-mère qu'il découvre et qui a été internée parce qu'on l'a fait enfermer sous prétexte qu'elle était folle, alors qu'elle n'était pas plus que quiconque d'autre dans cette histoire. Donc il va aller rencontrer cette grand-mère qu'il découvre et elle va lui révéler le secret. Elle va lui confier une lettre qui va le mener en Allemagne, où là il va découvrir ce qu'a été l'horreur du nazisme. Il va se poser une question que je me pose en permanence, la suivante: comment se peut-il qu'une société aussi avancée, aussi élevée, aussi cultivée, qui a donné au monde les plus grands philosophes, les plus grands compositeurs, les plus grands poètes, les plus grands écrivains, bref, comment ce peuple, comment cette société a-t-elle pu commettre le pire crime que l'humanité ait pu commettre? Donc c'est une question qui lui hante et il va tenter pas d'y trouver la réponse, mais de la pénétrer un peu. Et pour ça, il va rentrer en France et il ira sur l'un des lieux qui est le lieu peut-être le plus évocateur de cette barbarie, qui est Oradour-sur-Glane. Il va aller là, dans les ruines d'Oradour, tenter, là encore, non pas de comprendre, mais de recueillir des éléments qui lui permettront de pénétrer davantage cette espèce de mystère de la société la plus civilisée qui devient la plus criminelle. Mais au cours de cette balade, il rencontre une femme. Il en avait rencontré une au préalable, parce qu'il est très engagé dans les mouvements politiques et sociaux de cette époque. Il a participé à d'innombrables manifestations contre l'OAS, contre tout ce qui se voulait pulsion d'extrême droite dans ces années 60. Et il avait rencontré notamment une jeune femme violoniste avec laquelle il a partagé des moments éblouissants, des moments très lumineux. Et puis là, arrivé à Oradour, il rencontre une fleuriste, parce qu'il s'arrête dans la ville voisine, et il va acheter un bouquet de fleurs pour aller le déposer là, au pied de l'autel, dans cette église dans laquelle 200 femmes et enfants ont été
été brûlés vifs. Et puis la fleuriste lui dit qu'est-ce que je mets comme étiquette? C'est pour un cadeau, un anniversaire? Il dit non, non, ne mettez rien. Ah bon? Elle a l'air surprise. C'est très particulier, c'est des fleurs que je vais déposer dans l'église d'Oradour. Et là, cette jeune femme se met à pleurer. Et quand elle surmonte son émotion, elle lui explique que ses parents sont morts, là, ses parents ont été exterminés à Oradour. Et là va se nouer entre eux une relation très particulière. Elle lui dit, tenez, voilà un deuxième bouquet de roses. Si vous voulez bien, déposez-le pour moi là-bas. Voilà donc cette relation qui va se nouer entre eux, très forte, au cours de laquelle on pénètre dans cette humanité profonde qui l'anime. Et puis, il y a une autre dimension chez ce personnage, c'est que quand il était enfant, il a assisté à l'autodafé des livres de sa grand-mère, parce qu'il avait un oncle qui ne supportait pas les livres. Bon, voilà. Et quand sa grand-mère est morte, il avait 14 ans, il a vu cet oncle vider les livres de la grand-mère. Il n'avait pas 500, il avait peut-être 20-30 livres. Et il l'a vu jeter ses livres sous un mirabellier dans le verger, les arroser d'essence et les brûler. Et ce soir-là, il a juré que s'il le pouvait, il deviendrait écrivain pour remplacer les livres qui ont été brûlés. Donc il a comme obsession permanente d'écrire et de devenir cet écrivain qu'il s'est promis d'être. Donc c'est ce qui va le tenir, le forcer à avancer, à aller plus loin, et à chaque fois en s'appuyant sur l'amour, la générosité, le regard, la lumière féminine qui est à son côté. L'étendard et la rose. L'étendard, c'est l'étendard de la conscience citoyenne, celui qu'on porte, celui qu'on brandit dans les manifestations, celui par lequel on dit qu'on n'est pas d'accord, que je suis Charlie, que je n'étais pas pour les combats de l'OAS, que c'est celui-là l'étendard de la contestation aussi, de la rébellion, de la saine rébellion. Et la rose, c'est la rose de la passion qui aide à grandir, la passion qui élève, la passion qui illumine.